Madame, Monsieur, bonjour, merci de suivre les programmes de CVK et bienvenue à votre programme sur la littérature. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de parler du rêve burkinabé. C'est le titre d'un ouvrage paru aux éditions Ecovie et l'auteur est sur le plateau ici. Il s'agit du docteur Hyacinthe Wenlarima Ouedraogo. Il est titulaire d'un doctorat en histoire. Il est enseignant, chercheur au poste dans un centre universitaire du pays. Et tout le plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau. Docteur Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour à vous, Monsieur Soré. Merci d'être présent sur ce plateau pour nous présenter votre ouvrage, Le rêve burkinabé. Je rappelle que c'est le deuxième puisque vous êtes auteur d'un autre livre intitulé La vallée des larmes. Voilà, un recueil de nouvelles paru en 2013. Mais aujourd'hui, nous nous focalisons sur le tome 1. En image, on voit le capitaine Thomas Sankara, Le rêve burkinabé. Expliquez-nous un peu le thème, le titre de l'ouvrage et l'image qui est collée en page de l'ouvrage. Ok, merci bien. Voilà. Le livre Le rêve burkinabé est un écrit dans lequel j'expose ma vision sur la société burkinabé. Je présente l'histoire, la géographie, les faits sociopolitiques passés, actuels. Et dans le livre, je dénonce la mauvaise image que les gens ont sur les Burkinabés et sur le Burkina Faso. Voilà pourquoi je l'intitule Le rêve burkinabé. Une façon de dire que le Burkina n'est pas un pays maudit, un pays de misère. C'est un pays où nous devons nourrir un rêve glorieux et lutter à son accomplissement. Ici, j'ai voulu mettre la photo du président Thomas Sankara. C'est que je n'ai pas trouvé meilleure personne que lui qui s'est battu, qui s'est sacrifié et de par sa gouvernance de 83 à 87, on a vu que son engagement, sa vision avait permis au Burkina Faso de se remettre un peu sur les rails du développement. Donc je crois qu'il incarne au mieux l'idéal que je décris dans ce document et durant tout le livre, j'évoque donc sa vie, son combat pour illustrer le rêve burkinabé. C'est un livre de 359 pages, subdivisé en 3 grandes parties. Et on va s'intéresser à la première partie où vous présentez le Burkina Faso au XXIe siècle en parlant d'une nation déboussolée. Pourquoi vous pensez qu'à cette période-là, la nation est déboussolée? Je parle du constat des faits que nous vivons actuellement. Tout le monde est unanime actuellement que le Burkina traverse une période de crise. Donc une période de crise. Et même si je pars depuis l'histoire pour montrer que nous avons une histoire glorieuse, un peuple valeureux, je reviens pour montrer qu'à partir donc de l'assassinat du président Thomas Sankara, le Burkina amorce une période de désillusion. Il y avait un espoir, mais de l'espoir, le peuple passe à la désillusion. Une manière de montrer que depuis 1987 jusqu'à maintenant, nous vivons des temps de crise. La nation est déboussolée. Nous sommes à la recherche de repères pour incarner ce que notre nom dit. On dit Burkina Faso, pays des hommes intègres. Mais ce n'est pas ce que nous vivons actuellement. La jeunesse est dans une crise identitaire. Le peuple est à la croisée des chemins. Voilà pourquoi j'ai dit une nation déboussolée. Et au chapitre 2 et 3, et au chapitre 2, je fais le diagnostic de la mentalité des Burkinabés pour montrer qu'actuellement, ça ne va pas sur le plan de la mentalité. Alors que la mentalité détermine la qualité aussi de l'être humain. La mentalité, elle n'est pas en phase avec celle des autres pays ou bien qu'est-ce que vous pensez? Bon, pas en phase avec nos racines. Nos racines. Et aussi en phase avec le nom du pays. Ok. Voilà. Le pays des hommes et femmes intègres. Tous les jours, on chante que nous sommes dans un pays, le pays des hommes intègres. D'accord. Et il y a aussi un décalage entre notre mentalité et celle des autres pays. Okay. Vous allez voir l'Ivoirien, il est fier d'être Ivoirien. Le Français, il en est aussi fier d'être Français, de même que l'Américain. Mais ce n'est pas sûr que tous les Burkinabés sont fiers d'être Burkinabés. Il y a un complexe Il y a un complexe d'infériorité quelque part. Okay. Et ce qui explique aussi la candidature de plus en plus grande des gens à l'émigration. Beaucoup de gens veulent fuir le pays. Donc, c'est une mentalité. Dans le livre, au chapitre 2, le 10e point, je parle de l'admiration d'autres pays. C'est aussi une mauvaise mentalité. Je parle aussi de la corruption, je parle de la méchanceté, je parle de l'incivisme.
vous ne verrez pas beaucoup de pays secoués par l'incivisme comme le Burkina Faso actuellement. L'incivisme à tous les niveaux, depuis donc la base jusqu'au sommet de l'État. Voilà, tous ces éléments me permettent de parler d'un pays déboussolé, d'une nation déboussolée au XXIe siècle. Au chapitre 3, Dr Ouedraogo, vous abordez les racines du mal. Et vous avez comme... c'est comme si vous pointez un peu le colon du doigt. Oui. Voilà. Est-ce que l'histoire coloniale est à la base de ce mal ou bien qu'est-ce que vous essayez de dire dans ce chapitre? Oui, bon, c'est vrai, je commence par la colonisation, mais j'aborde aussi d'autres faits. Et comme vous parlez de la colonisation, je vais juste dire que le mal aussi est parti de la rencontre de l'homme noir, donc de nous, voltaïque ou burkinabé maintenant, à notre rencontre avec le blanc. Parce que le système colonial français nous a beaucoup exploité. Et après cette exploitation, le système, la colonisation nous a engagés dans un processus de déracinement. Déracinement culturel, déracinement à tous les niveaux. Nous oublions nos valeurs. Bon, nos valeurs sont oubliées, notre culture est oubliée. Et on veut nous imposer une autre identité. Si bien que on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes africains, burkinabés à 100%. Il y a en nous de l'occidental. Et si j'accuse la colonisation, je dis que le colon nous a imposé sa vision du monde. Mais maintenant, là où je n'accuse pas seulement la colonisation, je montre aussi que la colonisation fut un mal, mais ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas aussi qu'on en pleure comme si on ne peut pas s'en sortir. On peut mettre fin à cette dépendance-là et développer une indépendance. Il y a aussi que, en plus du colonialisme, on parle de néocolonialisme actuel. C'est ça. Mais pour moi, c'est toujours lié un peu à l'irresponsabilité des leaders politiques depuis donc, les indépendances. Parce que quand on parle de néocolonisation, il faut accepter que c'est ceux qui sont à la tête qui vendent ou qui aliènent notre nation à d'autres. Je crois que les Américains avaient eu le courage de dire, quand ils luttaient pour leur indépendance, que l'Amérique aux Américains. Et Charles de Gaulle l'avait aussi dit pour la France. Il avait dit entre-temps, dans les années 59-60, il avait dit la France aux Français. Aujourd'hui, combien d'Africains peuvent dire l'Afrique aux Africains? Voilà la naissance donc d'une nouvelle colonisation de l'Afrique. Voilà. Donc je dis que la colonisation est responsable, mais nous avons aussi notre part de responsabilité parce que le Burkinabé ne s'affirme pas. Et cela est imputable à nos dirigeants politiques. D'accord. Voilà. Il y a un problème d'identité au niveau du Burkinabé, il y a la malgouvernance que vous citez dans le livre. Voilà. Et vous parlez aussi de l'économie opaque. Voilà. En fait, j'ai dit que, comme j'ai dit, le premier point, c'est la colonisation. Oui. Mais après la colonisation, il y a aussi les systèmes que les gouvernants ont développés après. Par exemple, j'accuse, dans la racine des mots, j'accuse aussi le système économique qui favorise la corruption, qui encourage donc les détournements, les pots de vin. Et j'accuse aussi ce même système économique qui favorise l'enrichissement. Les riches, une minorité riche peut s'enrichir davantage et la majorité pauvre est condamnée à la pauvreté. Voilà pourquoi on assiste à une paupérisation d'une couche importante de la société. Donc je dis que le système économique encourage en quelque sorte la mauvaise répartition des richesses nationales. Si aujourd'hui le Burkina Faso souffre d'un problème économique, il faut dire que même si à quelque part nous avons, il y a un manque de ressources, à quelque part aussi, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas assez de ressources naturelles. Dans le livre, j'en parle. Voilà. Je dis que mais les richesses nationales sont mal gérées, sont mal reparties. Si bien qu'aujourd'hui, dans le livre, je parle de ça, c'est seulement 10% de la population burkinabé qui gère plus de 80% des richesses nationales, alors qu'il y a des couches très pauvres dans les villages et autres qui sont privées du minimum vital, du minimum pour se soigner, pour se nourrir. Vous parlez d'un rêve burkinabé, on imagine. Est-ce que vous pensez que la situation peut changer, évoluer? Ok, je parle de ça vers la fin au chapitre 9. D'accord, on en viendra. Voilà, on en viendra. Maintenant, je vais finir avec les différents points de la racine du mal. Oui. L'autre point,
dont vous avez parlé, c'est aussi, disons, la corruption. La corruption, l'incivisme. Ces choses qui se sont installées et qui empêchent la population de bénéficier de cette manne nationale qui est là. Je parle aussi au plan culturel. Bon, nous l'avons déjà évoqué, je crois que ce n'est pas la peine que je revienne dessus. Mais en tout cas, il y a assez de raisons qui expliquent pourquoi la nation aujourd'hui est en crise. Voilà. D'accord. Et après cette première partie du livre, on en vient à la deuxième partie. Voilà, vous parlez de l'urgence d'une révolution civilisationnelle. Qu'est-ce que doit-on entendre par cela? Ok, comme je dépeins un peu la situation, le tableau est noir à la première partie. Donc moi, mon objectif n'est pas de montrer une situation chaotique, mais au-delà du chaos, qu'est-ce qu'il y a comme solution à apporter pour parvenir au rêve burkinabé? Parce que la troisième partie s'articule autour du rêve burkinabé. Mais dans la deuxième partie, je dis il faut, c'est des solutions, je propose, je dis il faut une révolution civilisationnelle. C'est-à-dire dans notre manière de vivre, dans les faits de tous les jours, dans la mentalité des Burkinabés, dans les habitudes, dans toute la civilisation, il faut qu'on assiste à une révolution. Et je dis que c'est urgent parce que cette révolution conditionne le nouveau départ. Tant qu'il n'y aura pas de révolution, dans bien de domaines, il n'y aura jamais de changement pour qu'on aboutisse au développement escompté. Et là-dedans, j'aborde 3 chapitres. Je crois bien le premier chapitre, je dis démasquons le mensonge et imposons la vérité. J'ai dit que depuis longtemps, la colonisation, il y a des mensonges insolents qu'on nous a imposés. C'est des demi-vérités. Mais une demi-vérité est un demi-mensonge, est un mensonge. Et par exemple, nous avons parlé tout à l'heure du milieu naturel. On nous a toujours chanté que le Burkina Faso est un pays mal loti. Mais quand je fais une analyse, je me rends compte que on en fait trop. Parce qu'on trouve aussi dans le monde des pays qui ne présentent que des atouts. Chaque pays présente à la fois des atouts, mais aussi des limites, des contraintes dans son milieu. Et pour le cas du Burkina Faso, je crois qu'on focalise l'attention des gens sur les contraintes, alors qu'on a assez d'atouts sur lesquels on peut s'appuyer pour le développement. Donc je montre les richesses naturelles. Nous avons l'or, nous avons assez de ressources minières. Le pétrole n'est pas exclu qu'on l'exploite au Burkina Faso. Nous avons le soleil qui est intense au Burkina Faso, qui peut permettre une production solaire. Aujourd'hui, si on importe du courant du Ghana, de la Côte d'Ivoire, et on parle bientôt du Nigeria, moi je pense que c'est une irresponsabilité, parce que notre énergie solaire peut suffire à la consommation nationale. Et dans le livre, je dis qu'on peut même limiter par là aussi la destruction des forêts, parce que cette énergie peut être servie au niveau donc des ménages pour remplacer le bois de chauffe et beaucoup de choses, le chauffage et autres. Alors on ne sera plus obligé de recourir au bois de chauffe, au charbon. Donc je montre, ça c'est les richesses. Je parle aussi au niveau donc nous avons une forêt, nous avons des forêts classées, nous avons une savane qui se prête au tourisme synergétique, tourisme de fusion et autres. Donc je vais aller vite, je montre que le pays a assez de richesses et le capital humain est valeureux. Même si la conscience se pervertit de jour en jour, il faut reconnaître qu'il y a la masse, la jeunesse burkinabé est active. C'est vrai que la paresse aussi est en train de toucher un certain nombre de jeunes, mais il y a quand même assez de Burkinabés qui gardent intacte leur ardeur au travail et que des politiques bien étudiées peuvent lancer comme une machine humaine pour le développement donc, du Burkina Faso. Je cite, notre histoire aussi est glorieuse. Voilà, nous avons des hommes valeureux dans l'histoire, nous avons des atouts culturels. Quand vous prenez le Burkina Faso du nord au sud, de l'est à l'ouest, les différentes communautés, les différentes sociétés ont des valeurs culturelles, traditionnelles, qu'on peut mettre en exergue. Mais on attend seulement, le plus souvent, les FESPACO, les SNC et autres, pour les faire sortir et ensuite les ranger. Voici autant d'éléments où je dis il faut démasquer le mensonge et imposer la vérité. Ça va amener les Burkinabés à s'estimer eux-mêmes, à savoir que
Et ils ne sont pas aussi n'importe qui. Nous avons des valeurs, nous avons une histoire glorieuse, nous avons un milieu valeureux. Voilà. Et le deuxième chapitre, je parle maintenant de... Des responsabilités. Voilà, il faut assumer nos responsabilités. Voilà. Voilà. J'ai dit que toutes ces choses-là, pour des réformes profondes, il faut qu'on assume notre responsabilité. Il faut qu'on cesse d'être notre complexe d'infériorité. Il faut qu'on arrête de tendre la main à l'Occident. Il faut qu'on devienne en quelque sorte responsable. Il faut qu'on développe une identité nationale. Aujourd'hui, quand tu poses la question à un Burkinabé, qu'est-ce que signifie être Burkinabé? Tu es Burkinabé, c'est quel idéal tu défends? On ne verra pas. Chacun vit pour voilà, avoir de l'argent, avoir un boulot, avoir une famille, avoir le luxe. Voilà, et on prépare la retraite ou la vieillesse. Mais je me dis que on devait penser plus que ça. D'autres nations ont bâti leur développement en inculquant aux jeunes des valeurs nationales. Le jeune sait qu'il ne vit pas pour lui, il vit pour sa nation. Et j'aime dire que l'arabe est prêt pour mourir pour sa cause. Le chinois, il ne se bat pas pour lui, mais derrière sa lutte quotidienne, il pense qu'il a une nation qu'il doit défendre. Même chose pour certains pays européens et pour les Américains. Mais chez nous, cette identité n'a pas été forgée, si bien que beaucoup de gens ne luttent pas pour la nation, mais luttent pour eux-mêmes. Si bien qu'on est prêt pour le vol, on est prêt pour les détournements, parce qu'on ne pense pas à la nation, on pense à soi. Donc je dis qu'il y a une identité nationale qu'il faut développer, qu'il faut forger, qu'il faut inculquer à la jeunesse. Les intérêts égoïstes. C'est ça. Voilà. Dans le livre aussi, vous citez des exemples de figures de proue de l'histoire burkinabé. C'est ça. On a Daniel Weizin Koulibaly, c'est ça. Capitaine Thomas Sankara et bien d'autres personnes. Oui. Pensez que le Burkinabé d'aujourd'hui devrait emboîter le pas à ces personnalités? Oui, effectivement. C'est dans la partie où je dis que nous avons une histoire glorieuse. D'autres nations aussi présentent leurs héros. Ils les vantent et ils galvanisent la jeunesse. En France, l'histoire de Napoléon est toujours là. L'histoire de Charles de Gaulle, même si on sait que Charles de Gaulle, quand on étudie l'histoire, on sait qu'il est un héros de la France. Mais n'empêche qu'il a fui pendant la Seconde Guerre mondiale de Paris à Londres. Tout à fait. Voilà. Mais c'est des images qui sont là. Les Mao Tse-tung sont là en Chine pour galvaniser la population. Chez nous aussi, nous avons comme vous l'avez dit, des figures de proue. Les Weizin Koulibaly sont là, les Thomas Sankara sont là, les Norbert Songo sont là, et d'autres encore en vie, comme les Laurent Bado, il y a Joseph Kizerbo qui n'est pas là. C'est des gens qui se sont battus. Il y a plein d'autres personnes, les Nazis Boni et autres. C'est vrai que d'autres sont réhabilités dans les universités et autres. Voilà. Donc je crois que il faut, dans la vie de tous ces hommes du passé-là, telles les divergences politiques et les différents clivages que nous avons, sortir leur bataille. Les Maurice Yamerogo, même s'ils ont commis des erreurs, ils ont aussi posé des actes héroïques en leur temps. Quand on oublie ces facettes négatives-là, et qu'on sorte le positif pour pousser les jeunes en leur disant, voici de par le passé, certains ont versé leur sang pour la nation, c'est votre tour, vous devez aussi vous engager dans le sacrifice. Je crois que toutes les nations se construisent sur la base d'une idéologie, d'un idéal que nous n'avons pas au Burkina Faso. Le capitaine Thomas Sankara avait annoncé plusieurs faits qui se révèlent aujourd'hui. Il avait dit que le Burkina est riche. Les gens ne croyaient pas. Aujourd'hui, c'est vrai, il avait une politique pour la préservation de l'environnement. C'est ça. En tout cas, il avait beaucoup d'idées que les gens commencent à... Mais actuellement, on voit qu'il y a ce sentiment de renaissance. Les gens sont en train de recourir un peu... le sankarisme est en train de prendre l'ampleur. Effectivement. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, on sent que la jeunesse, rien que quand on suit les parutions récentes qui ont tenté de tenir l'image du président, on a senti la réaction de la jeunesse, on a senti la réaction, en tout cas, je peux dire, de près de 90% des Burkinabés. Voilà. Donc, je crois que c'est ce sentiment d'appartenance à un héritage national qui est donc l'héritage du président Thomas Sankara. C'est dans cette dynamique que s'inscrit donc ce réveil idéologique, et les gens, en tout cas de plus en plus, se retrouvent dans cet idéal que le président Thomas Sankara le capitaine reste et demeure une fierté nationale pour le pays des hommes intègres. Un héros. Un héros. Voilà. Vous parlez du prix du changement. C'est vrai que les choses ne sont pas comme vous le souhaitez. Vous avez un rêve pour que le Burkinabé soit fier de lui et prendre son développement en main. Et le prix du changement passe par quoi?
Pour moi, le prix du changement, comme vous dites, pour un changement, il faut un prix. Et ce prix, il faut la conscientisation. Et parce qu'aujourd'hui, les gens sont convaincus d'une chose, il faut passer par tous les moyens pour s'enrichir, pour se développer. Alors que c'est une mauvaise conscience. Quand tantôt on parlait des détournements, de la corruption, de l'incivisme, vous voyez l'insécurité à la maison, les enfants ne respectent plus les parents. C'est toute une culture de la médiocrité qui s'est installée, qui a pris du temps. Depuis 30 ans, c'est une réalité qui prévaut. Beaucoup de jeunes sont nés dans ça, ils ont grandi dans ça. Et au chapitre 2, j'ai sauté le fait sur les perversions. Perversions sexuelles, l'homosexualité, les avortements. Toutes ces choses sont à décrier, à dénoncer. Même si aujourd'hui, la plupart des gens ferment les yeux dessus. Donc, je dis, pour tout ça, il faut une conscientisation. Que le système éducatif, que les mouvements associatifs, que les chaînes de télévision et surtout les gouvernements inscrivent cette conscientisation dans leur programme de tous les jours. Parce que la mentalité ne se change pas en un jour, c'est de parole en parole, de répétition en répétition. C'est comme un ordinateur qui a un mauvais disque dur. On parle, il faut formater pour réinstaller d'autres données. Et dans la mentalité des Burkinabés, il y a des choses que par une conscientisation accrue, on doit parvenir à désinstaller pour installer la vertu, installer l'intégrité, installer le patriotisme, installer le respect de nos valeurs traditionnelles, culturelles, l'identité africaine, l'identité burkinabé. Donc c'est la conscientisation. Et la conscientisation, quand les gens seront conscientisés, un homme conscientisé est un homme engagé. Il va s'engager et il va se battre et il va laisser des traces dans sa société. D'accord. Au fil des pages, on voit que vous croyez fermement à ce rêve burkinabé de voir le burkinabé épanoui, le burkinabé développé. Et même vous parlez de révolutionner le style de vie, de préparer le succès. Et dans ce cadre, vous pensez que l'impossible peut devenir possible. Oui, ça c'est maintenant, je crois que nous tombons dans le chapitre 3. Oui. Où la troisième partie du mois, où je parle du rêve burkinabé, j'ai dit il faut révolutionner le style et préparer le succès. En quelque sorte, je reviens à l'individu lui-même. Chacun doit se préparer. Le succès là n'est pas un accident de parcours. Le succès se prépare à long terme. Et j'ai dit à chacun, il y a des facteurs naturels, des clés naturelles et des clés spirituelles qu'il faut conjuguer. L'ardeur au travail, le respect de la personne humaine, surtout des anciens, et la loi de la vision, de la persévérance. Voici autant d'atouts, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut se lever aujourd'hui et dans 1 à 2 ans, on parle non, c'est une bataille ardue. Voilà, donc je dis dans tout ça, il faut que les gens révolutionnent leur style de vie. Pas la peine de dormir dans les maquis, d'aller danser. Je ne dis pas que c'est exclu une fois en passant, mais il faut se tourner vers le travail. Là-bas, je dénonce le fait que dans nos maquis, à Ouagadougou, les grandes villes, les maquis débordent de gens qui passent le temps à danser, à boire. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Et notre niveau de vie, notre rythme de vie est en déphasage avec nos ressources, c'est-à-dire que notre niveau économique actuellement. Et l'impossible est possible. Je montre aussi que le Créateur a doté chaque être humain d'un subconscient et d'une conscience. Oui. Ces deux éléments, c'est un peu, je tourne un peu vers la psychologie, mais c'est important pour le développement personnel parce qu'on ne pourra pas mener tout le monde à une croyance religieuse ou encore, mais le Créateur a fait de l'homme un Dieu, entre guillemets, doté d'une conscience et d'un subconscient. Et quand les deux facteurs-là sont conjugués, l'homme peut rendre possible l'impossible. Et Thomas Sankara l'avait dit quand il dit que tout ce qui est imaginable donc, est réalisable donc, par l'homme. Il aimait en tout cas répéter cela. Docteur Ouedraogo, on s'achemine vers la fin de l'émission. C'est un livre passionnant, c'est un essai social et politique. Voilà, le rêve burkinabé tome 1. Est-ce qu'on doit s'attendre à un prochain tome? Oui, effectivement, il y a un prochain tome
qui va venir, parce que je sentais que l'inspiration était trop, et je ne pouvais pas me permettre aussi d'écrire un livre. Déjà même les gens m'accusent de volume. Ça fait 359 mais permettez-moi pages, en une minute de parler du chapitre 9, où je dis que c'est l'heure du réveil et de l'action. Je montre qu'il faut que les gens se lèvent pour renverser les tendances fâcheuses actuellement, régler la question de l'insécurité, de l'unité nationale, de la gouvernance religieuse et la bonne gestion de nos ressources naturelles. L'unité de l'armée, une armée unie et républicaine, une armée dépolitisée, j'en parle. Et à la fin, je dis du chapitre 9, je dis, il faut résoudre cette question du futur. C'est là où je parle du miracle burkinabé. Si d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Japon, comme la Chine ont pu faire des miracles économiques, le Burkina aussi peut s'inscrire dans cette logique du miracle burkinabé. Et je dis que, en tout cas, si on se lève, les choses, l'avenir, dans 10 ans, 20 ans, on peut assister à ce réveil économique. Et le tome 2 sera plus spécifique, parce que là, j'ai ramassé les choses en général. Je reviendrai dans le tome 2, soit pour m'attarder simplement sur les faits économiques ou sur les faits politiques, pour développer toujours le rêve burkinabé. Voilà, c'est vraiment intéressant, c'est passionnant, mais nous sommes pris par le temps. C'est ça. On va se dire au revoir. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement? Ok, c'est dire merci téléspectateurs, dire merci à la maison CVK qui m'a accueilli ce matin, dire merci à vous, M. Soré, pour cette invitation, et dire aux auditeurs, aux téléspectateurs que le livre est disponible à Ouaga, en face du Sénasa et des librairies qui en disposent. Il y a aussi Jeunesse d'Afrique, librairie Jeunesse d'Afrique et librairie Mercury à Ouagadougou ici. Et dans toutes les villes du Burkina, les grandes villes du Burkina, il y a des stocks. Et le prix, c'est 6 000 francs. C'est un prix vraiment abordable. Oui, bien étudié. Donc le volume. Oui, le volume. Voilà. D'accord. Le message est passé. Ok. Merci d'être passé. Merci. Voilà. Et à la prochaine.